Donc bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'appelle Karine Delmas, je suis thérapeute depuis une quinzaine d'années. Je suis installée en métropole lilloise et du côté d'Halluin depuis maintenant 1 an et demi, donc à côté de Tourcoing. Et je travaille avec des enfants, des ados, des adultes. Et on va dire l'essentiel de mon activité, c'est tout ce qui touche à la périnatalité et en particulier aux enjeux autour de la procréation et de l'infertilité. Donc j'accompagne depuis très longtemps maintenant des femmes seules, des couples hétéros, des couples homo dans leur parcours de parentalité. Donc mon travail se situe vraiment à l'endroit du désir d'enfant et de ses éventuels blocages. Je vais vous présenter ici la façon dont l'hypnose préconceptionnelle peut soutenir, on va dire, le parcours de PMA et puis tous les enjeux un petit peu plus profonds. Donc bien évidemment, sentez-vous libre de pas du tout adhérer avec ce que je vais vous dire. Je vais vous témoigner un petit peu de ma pratique, de mon approche et de ce que j'ai pu observer depuis une quinzaine d'années. Et tout d'abord, vous expliquer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'hypnose, un petit peu comment ça fonctionne. On a parfois des a priori un petit peu sur l'hypnose globalement. Si vous avez vu des choses à la télé en hypnose, oubliez-les. En hypnose thérapeutique, on travaille en hypnose ericksonienne. C'est une technique qui permet de rester en permanence très conscient de tout ce qui se travaille. C'est un travail d'équipe entre l'hypnothérapeute et la personne qui l'accueille. Et cette technique va simplement permettre d'entrer en contact avec l'inconscient d'une façon un petit peu plus profonde qu'à l'état naturel, si vous voulez. La différence, c'est que le thérapeute va vraiment induire un processus pour permettre à la personne d'aller à la rencontre de ce qui se passe un petit peu au fond, d'accord? Donc, on part du principe que l'inconscient, c'est un peu le réservoir de tout votre vécu, toutes vos émotions et toutes vos ressources aussi, tous vos outils internes. Donc, pendant la séance d'hypnose, on part d'abord d'une relaxation qui est dirigée pour permettre à la fois d'être très présent et d'être en même temps beaucoup plus au contact de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ensuite, on aura bien évidemment au préalable défini un peu les axes sur lesquels on veut agir. Et donc, on pourra tout au long de la séance aller travailler sur différents enjeux. En hypnose, on peut traiter beaucoup de choses. On en entend souvent parler pour l'arrêt du tabac, par exemple, ou ce genre de choses, les addictions. C'est une toute petite partie de ce qu'on peut faire en hypnose. On peut en réalité accompagner beaucoup plus de choses. On peut traiter des problématiques autour d'enjeux relationnels, de problématiques émotionnelles profondes. On peut travailler sur le deuil, sur le trauma. C'est un outil qui sert beaucoup à ce niveau-là. Et on va aussi énormément travailler sur les enjeux du corps, puisque quand on connecte à l'inconscient, on passe aussi par le corps. Donc on va pouvoir lever pas mal de choses avec le travail en hypnose de façon très globale. Et moi, j'ai développé une approche depuis maintenant 7 ou 8 ans, vraiment dédiée à la conception et aux problématiques de fertilité. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les deux axes sur lesquels je travaille quand je reçois des personnes qui rencontrent ces difficultés. Il va y avoir, si vous voulez, l'approche un petit peu en surface, plus concrète, et puis l'approche beaucoup plus profonde dans les souterrains de l'inconscient. Donc, grosso modo, dans l'hypnose préconceptionnelle, on utilise des techniques d'hypnose ericksonienne classique avec des processus qui vont être adaptés à une sorte de méthodologie, si vous voulez, quelque chose que j'ai mis en place pour pouvoir aller à la fois soutenir très concrètement le parcours de PMA, les difficultés psychiques, qui sont rencontrés quand les parcours en particulier sont longs et complexes. Et en parallèle, pour celles et ceux qui veulent, un travail beaucoup plus profond sur ce qui peut peut-être coincer sur un plan qui n'est pas purement physique. D'accord? Voilà, donc moi j'accompagne, donc vous l'avez bien compris, un tout type de personnes dans ce parcours-là, que ce soit pour une infertilité avec une origine médicale établie ou une infertilité idiopathique, donc non expliquée. D'accord? Dans les deux cas, la pratique de l'hypnose préconceptionnelle va aider à faire bouger un certain nombre de choses. Voilà. Donc, sur le plan tout d'abord très concret de l'accompagnement de la PMA en tant que telle, j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous sont bien au courant des difficultés psychiques, émotionnelles, physiques qu'on rencontre dans ce genre de parcours qui est très douloureux, qui peut être très souffrant, dans lequel on peut se sentir très isolé et avoir voilà, des manifestations psychico-émotionnelles parfois très complexes. Donc, le but du travail en hypnose, dans l'accompagnement de la PMA, c'est d'abord de permettre à la personne d'aller remobiliser un petit peu ses ressources pour faire face à ces difficultés psychiques. On va pouvoir, par exemple,
évacuer la charge émotionnelle avec vraiment une décharge très profonde quand on le travaille en hypnose. On va pouvoir travailler évidemment sur le fait de lever les peurs, de se libérer des doutes, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est très présent. Je suis dans le parcours, mais j'ai très peur que ça n'aboutisse jamais, et ça peut être quelque chose de très envahissant. On va également, pour les personnes qui ont fait un parcours antérieur déjà un peu long ou complexe, excusez-moi, on va aller libérer un petit peu tout le passif. Moi, je vois des femmes qui arrivent au cabinet et qui me disent, bon ben voilà, ma prochaine ou ma dernière FIV est programmée à telle date, par exemple, ou je pars dans 15 jours pour un don d'ovocytes, et en même temps, je suis tétanisée parce que j'ai tout mon passif derrière et j'arrête pas de repenser aux échecs précédents, etc. Et ça devient vraiment trop envahissant. Donc, on va, en quelque sorte, en hypnose, pour le faire un peu schématiquement, on va aller décoller la personne de son trauma ou de ses souvenirs douloureux et de ses difficultés. En fait, on va lui permettre de mettre ça à distance pour pouvoir en quelque sorte reprogrammer symboliquement autre chose. Voilà, donc pour ça, il y a des techniques très spécifiques. Donc ça, c'est vraiment, on va dire que l'enjeu du soutien psychique et émotionnel autour de la PMA est très important. On va également, alors je dis on, mais je devrais dire je, parce que là, je vous parle de ma pratique. Dans l'hypnose, on va bien évidemment accompagner les personnes sur un chemin pour contacter un peu plus de lâcher prise, un peu plus donc de prise de recul, comme je vous disais. On va remobiliser de la confiance, on va remobiliser la patience, la motivation dans certains cas, en quelque sorte. On va rebooster un état d'esprit plus positif. On va mettre un peu plus de légèreté. Et ça fonctionne très bien pour ça, en général, parce qu'on va justement, avec cette idée qu'on peut se décoller un peu de ce qu'on a vécu en amont, il y a plus de légèreté qui peut revenir. On va en même temps, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, agir sur le corps. On va aller dénouer des tensions très profondes dans le corps. Très souvent, les femmes qui ont vécu un parcours de PMA vont souvent avoir la sensation de se déconnecter de leur corps, de ne plus pouvoir lui faire confiance, ou que le corps n'est juste qu'un objet souffrant. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir réinvestir le corps pour soi-même, pour le couple éventuellement aussi, avec une autre approche, un autre regard, un autre ressenti, et en quelque sorte, on va venir ressouder ce que j'appelle l'alliance avec le corps, qui va permettre aussi, d'une certaine manière, d'envoyer une autre information dans le corps, en lien avec le processus médical dans lequel on est. Voilà. Donc, voilà, cet enjeu de reconnecter au corps et de régénérer un petit peu cette alliance est très important pour le soutien de toutes les étapes. Et bien évidemment, qui dit parcours de PMA, quel que soit le parcours d'ailleurs, implique des étapes, implique un calendrier avec toute la lourdeur qu'on lui connaît. Et donc, en hypnose préconceptionnelle, moi, je travaille beaucoup en connexion et en lien avec justement ce fameux calendrier pour précisément travailler certains points ou agir sous certains angles à tel moment en fonction de ce qui va être programmé dans le parcours médical. Je l'arsène? Non, ça va? Un peu? Désolée. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'amener aussi un soutien psychique et vraiment quelque chose qui va porter, si vous voulez, les personnes qui viennent. On bosse en équipe, pas à pas, jusqu'à la FIV, le don d'ovocytes, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, la partie purement, je ne sais pas comment faire, pour la partie vraiment dédiée à ce soutien de la PMA et du parcours médical. Excusez-moi, je vais modifier ça 2 secondes. Je le bouge peut-être. C'est mieux là? Bon. Voilà, et maintenant je vais vous parler d'un tout autre aspect de l'hypnose préconceptionnelle. Encore une fois, vous ne serez pas obligé d'y adhérer. Il y a des personnes pour lesquelles ça ne résonne pas du tout, ça ne vous parlera peut-être pas du tout. Je vais juste vous témoigner de ce que moi je travaille depuis maintenant plus de 15 ans, parce qu'avant de faire de l'hypnose, j'avais d'autres outils plus corporels, et j'accompagnais beaucoup les femmes et les couples vraiment, quelle que soit la problématique autour de l'inconception, sur les éventuels freins ou blocages psychiques ou émotionnels qui pourraient exister. Mon parti pris, c'est de dire que très souvent, et j'ai pu le constater à de très, très, très nombreuses reprises, on a un désir d'enfant conscient extrêmement fort. Et très souvent, et parfois complètement sous le tapis, on peut avoir une peur inconsciente encore plus forte, pour des tas de raisons. Et ça, je pense que c'est le propre de beaucoup de personnes qui sont dans ces difficultés de conception. Alors, à partir de là, moi, je propose aux personnes que je reçois, donc
l'accompagnement concret autour de la PMA, et puis éventuellement d'aller un petit peu creuser dans ces dimensions-là. Et puis j'ai au fil du temps, si vous voulez, mis à jour un petit peu les différentes catégories, entre guillemets, de problématiques qu'on peut rencontrer. Certains vont cocher plein de cases, d'autres, il y aura un élément qui va être un frein. Pour d'autres, on ne sait pas. Et encore une fois, entendez bien que ma pratique est totalement non médicale et que moi, je viens simplement en soutien, partant du principe que la médecine fait absolument tout ce qu'elle peut pour les personnes qui ont ce désir d'enfant. Moi, je viens sur un territoire qui est parfois un peu moins exploré, essayer éventuellement d'identifier des freins ou des blocages qui pourraient exister. Et tout ça, ça n'est que de l'ordre de l'hypothèse. Et c'est en travaillant ensemble, en équipe justement, qu'on va essayer de sentir s'il peut y avoir des freins à un autre niveau. Donc, ce que j'explore dans un premier temps, c'est évidemment tout d'abord la situation actuelle des personnes que j'ai rencontrées. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes. Dans le présent, dans ce que vous vivez aujourd'hui, il y a un enjeu qui est, selon moi, très important pour la conception d'un enfant, c'est la notion de sécurité intérieure, c'est-à-dire cet espace dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité. Quand on analyse une situation présente, on va avoir l'enjeu évidemment de la vie affective, de la vie relationnelle. Si je suis une femme seule et que je désire un enfant, mais que j'ai des filles qui échouent régulièrement, peut-être que j'ai un fort désir d'enfant, mais en même temps une très grande peur finalement d'aller faire cet enfant seul. Si je suis dans un couple avec peut-être une relation difficile, conflictuelle ou toxique, ou alors un couple que je sens fragile, il peut y avoir des enjeux d'insécurité qui peuvent, dans certains cas, fragiliser peut-être ce désir d'enfant et générer cette dichotomie entre mon désir d'enfant clair et énoncé et puis la peur qui peut être là dans le fond. Donc on va d'abord explorer un petit peu la vie donc affective, mais bien évidemment aussi la vie familiale par exemple. J'ai reçu des femmes qui avaient des relations familiales très toxiques, parfois même à la limite du danger même psychique ou physique pour elles-mêmes et qui du coup avaient développé une peur inconsciente d'avoir un enfant dans ce contexte-là, avec par exemple des relations très conflictuelles ou avec les parents ou avec les beaux-parents, enfin peu importe. Voilà, il y a tout un tas de cas de figure possibles bien évidemment, mais du coup on explore aussi l'aspect vie familiale un peu plus globale avec toujours cet enjeu de la sécurité en soi. On va avoir bien évidemment l'enjeu financier et matériel. Ça a l'air de rien comme ça, mais je me souviens avoir reçu des femmes justement en parcours solo qui avaient tellement peur de ne pas réussir à assumer seules financièrement un enfant tout au long de leur vie que ça les terrorisait. Et quand elles ont mis le doigt dessus, il y a quelque chose qui a pu se travailler et ensuite qui a pu lâcher. Parce que bien évidemment, mon travail, c'est d'identifier les peurs ou les freins éventuels et ensuite d'aller les libérer. Voilà, c'est pas juste le tout de les mettre à jour, c'est comment ensuite on peut faire lâcher ça dans l'inconscient. Et pour ça, il y a tout un tas de techniques. Donc voilà, moi je vais d'abord analyser un petit peu ça, l'enjeu affectif, l'enjeu familial, l'enjeu matériel. Et puis dans un deuxième temps, donc quand on se penche notamment sur la famille, comme je le disais tout à l'heure, si par exemple, voilà, vous êtes une femme en recomposition familiale avec un conjoint qui a déjà des enfants, un désir d'enfant, un enfant qui ne vient pas, avec peut-être une recomposition familiale qui est complexe, qui vous met en souffrance ou en difficulté, c'est aussi quelque chose qu'on peut aller explorer pour libérer les problématiques et les tensions relationnelles, par exemple. Ou comme je le disais tout à l'heure, voilà, moi ce qui revient souvent, c'est des relations à ses propres parents ou à ses beaux-parents compliqués, la peur finalement de faire un enfant et qu'il nous soit un petit peu arraché symboliquement, ou que ce soit voilà, compliqué de quelque part de protéger un petit peu la cellule familiale. Ce sont des choses qui peuvent venir générer des blocages aussi dans certains cas. Voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu du contexte de la personne qui consulte. On va également se pencher sur tous les antécédents périnataux. J'ai parfois des femmes qui viennent, qui ont déjà un enfant, et puis là, ça fonctionne plus, rien n'y fait, elles partent en parcours de PMA, les tentatives échouent, et elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Quand il y a déjà eu un enfant en amont, on va aller explorer les enjeux de la périnatalité. Est-ce qu'il y a eu un accouchement traumatique? Est-ce qu'il y a eu éventuellement un deuil périnatal? Et ça, c'est très fréquent. Quand j'ai vécu une fausse couche, que j'ai mal vécu, avec un deuil qui n'a pas été accompagné,
quand j'ai vécu une IMG, une IVG avec une culpabilité ou une souffrance que je n'ai pas digérée en profondeur. Et très souvent, ce que je constate, c'est que autour du deuil périnatal, il y a un très gros tabou et que des femmes qui ont pu vivre, même des années avant, une IVG, une IMG ou une fausse couche compliquée, très souvent, hop, on avance, on continue, allez, on remet dessous dans la machine, mais il y a quelque chose qui ne se répare pas. Et très souvent, quand on va sur ce territoire du deuil périnatal, il y a vraiment quelque chose qui se libère, en général en une séance. Et là, il y a un nouvel espace qui peut exister. Bien plus que ce qu'on peut imaginer, le deuil périnatal laisse des traces très profondes psychiquement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je questionne. Voilà, certaines personnes sont concernées, d'autres non, mais c'est souvent important de se pencher là-dessus. Et puis parfois, ça va être tout bêtement, je ne sais pas, je suis soignante et dans le cadre de mon métier, j'assiste à des accouchements ou des récits autour de la périnatalité qui sont hyper traumatiques et j'ai vraiment des choses en tête et quelque part, j'ai une trouille pas possible que ça arrive à mon propre enfant. Vous voyez, ça peut être une copine qui vous raconte quelque chose, ça peut être même parfois un fait divers. Il y a des choses qui ont pu marquer l'esprit sans qu'on le réalise réellement et qui vont venir figer. Je me souviens d'une femme qui n'arrivait pas à être enceinte, qui avait perdu une de ses collègues dans le cadre d'une de ses grossesses, des années auparavant, 10 ou 15 ans plus tôt, et qui n'arrivait pas à être enceinte. Et quand on a travaillé sur ce deuil, tout s'est libéré, voyez. Donc ça peut vraiment venir se loger dans des tas de petits recoins, parfois même un petit peu improbables. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les enjeux de la périnatalité antérieure. Et puis, il y a aussi deux autres parties à regarder, en tout cas que j'invite à questionner, c'est tout ce qui va toucher à notre enfant intérieur. On a tous en soi cette partie très infantile du bébé et de l'enfant qu'on a été. Donc, quand on a eu nous-mêmes un parcours périnatal complexe, j'ai été grand prématuré, ma mère a failli mourir en couche, j'ai moi-même eu une naissance très difficile, j'ai été placée en couveuse, ou bien dans les semaines qui ont suivi ma naissance, je me suis retrouvée séparée des parents pour des problématiques de santé, etc. Bon, passons, d'accord. Quand le bébé que vous avez été a vécu un événement traumatique, ça reste dans l'inconscient. On n'en a aucun souvenir, hein, bien évidemment. Éventuellement, on vous l'a raconté, mais parfois même pas du tout. Et si cet événement traumatique est là et n'a pas été travaillé, on peut véritablement se retrouver avec le bébé intérieur. C'est très désagréable. C'est l'autre? Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je pose celui-là. Vous m'entendez là de toute façon. Donc, je disais, voilà, en gros, le bébé intérieur que l'on a tous, hein, autant qu'on est, va quelque part se réveiller au moment où on va envisager soi-même la maternité ou la parentalité. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, une femme enceinte va vivre un processus de transparence psychique, c'est un état psychique qui est inhérent à la grossesse, dans lequel, grosso modo, toutes ses émotions sont décuplées et tout le fond de son inconscient et de son vécu très ancien et très infantile va se réveiller. C'est ce qu'on met souvent sur le compte des hormones avec cette labilité émotionnelle des femmes enceintes. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on approche un petit peu l'enjeu d'une maternité, l'enjeu d'avoir un enfant, on va avoir notre enfant et notre bébé intérieur qui vont se réveiller. Et s'il y a eu du trauma autour de ça, l'insécurité, elle est ancrée, même si intellectuellement, on n'en a aucune idée. Et donc, pour pouvoir faire de la place au bébé réel qu'on veut avoir et porter, on va devoir aller soigner le bébé symbolique intérieur qu'on a été. Et ça, c'est un processus en général autour des enjeux de la périnatalité qui est très fréquemment exploré en hypnose pour aller libérer des couches beaucoup plus profondes. De la même manière, l'enfant intérieur au sens plus global que simplement le bébé, si vous avez vécu dans votre enfance des abus sexuels ou autres, de la violence, de l'abandon, etc., tout ce bagage émotionnel profond va aussi avoir potentiellement laissé des traces, et donc une peur, et donc une insécurité. Inconsciemment, l'inconscient, il peut simplement se dire, oui, mais finalement, en fait, faire un enfant, c'est hyper dangereux. Est-ce que je serai en capacité de protéger mon enfant? Et aussi, si j'ai eu des parents dysfonctionnels, abusifs ou maltraitants, ou si j'ai une relation très complexe, très conflictuelle avec mes parents, a fortiori avec ma mère, est-ce que je me sens en capacité de devenir une mère qui tient la route au regard d'une mère qui n'aurait pas forcément été suffisamment bonne pour moi, par exemple?
Est-ce que faire un enfant va pas réveiller en moi les enjeux de ma propre enfance? Et ça, je vous garantis que dans énormément de situations, ça finit par venir sur le tapis. Voyez? Donc tous les nœuds de l'enfance, j'entends les nœuds très importants et très traumatiques, ça vaut le coup d'aller les libérer parce que du coup, on remet un socle beaucoup plus stable et beaucoup plus sécure pour pouvoir envisager une grossesse ou une parentalité beaucoup plus sereinement. Donc voilà. Et le dernier, c'est les enjeux. Donc, vous voyez, on est un petit peu par couche. Là, c'est les enjeux de notre histoire à nous, d'enfants. Et on a un enjeu qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus subtil aussi, auquel on adhère ou on n'adhère pas. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voir que quand on y va, des fois, c'est intéressant. C'est tout l'enjeu transgénérationnel. Donc, on a notre inconscient individuel et on a aussi un inconscient familial. D'accord? Donc, à partir de là, s'il y a eu dans les générations du dessus des enjeux très importants autour de la périnatalité, une femme qui est morte en couche, un bébé décédé à la naissance, etc., ou des secrets de famille autour de ça, on peut en être le dépositaire inconscient, parfois plusieurs générations après. Et je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Donc dans ces cas-là, puisqu'en hypnose, on travaille avec l'imaginaire et qu'on n'a du coup pas beaucoup de limites sur ce qu'on peut aller travailler, on va aller symboliquement travailler sur cet arbre généalogique un petit peu pour aller libérer des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a peut-être un peu endossées inconsciemment. Vous voyez, dans un autre registre, et je vais rebondir là-dessus, voilà, j'ai déjà eu une femme qui est venue au cabinet il y a des années me disant, voilà, j'arrive pas à être enceinte, je ne comprends pas. Et quand on a creusé un peu dans les peurs, parce que comprenez bien que tout ce dont je vous parle là, ce que ça génère en fait, c'est une peur inconsciente. Donc moi, mon boulot, c'est d'aller libérer cette peur inconsciente. Une femme qui me dit donc, voilà, j'arrive pas à être enceinte et je suis convaincue depuis toujours, depuis que je suis comme ça, que je vais mourir en couche. Elle ne savait pas d'où ça sortait. Je l'invite donc à aller questionner ses parents, etc. Et elle apprend que au niveau d'une grand-mère ou d'une grand-tante, voilà, il y avait eu ce type d'événement. Une femme est décédée en couche et c'était un secret, quelque chose qu'on n'avait pas trop dit. Et le fait d'en avoir pris conscience et d'avoir pu dire, OK, je me dissocie de cette histoire qui n'est pas à moi, un mois plus tard, elle était enceinte. Vous voyez? Donc encore une fois, attention, c'est pas systématique et c'est pas magique ce que je fais. Mais vous voyez, parfois, ça va être un petit levier qui va permettre de débloquer quelque chose. Parfois, malheureusement, on aura beau travailler dans tous les sens, les choses ne suffiront pas à lâcher. Voilà, moi simplement, je mets en place toute une méthode, toute une approche, en règle générale sur quelques séances, ça dépend, 3, 4, 5 séances, c'est souvent pas très long, pour aller essayer de décortiquer un petit peu ces enjeux-là et mettre l'inconscient en route pour se libérer et reprogrammer quelque chose de beaucoup plus voilà, relâché et confiant pour accueillir un bébé. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Voilà, pour résumer, si vous voulez, on essaye d'identifier les peurs et on essaye de les libérer pour pouvoir faire autre chose autrement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions peut-être?